Comme vous voyez, si vous voulez vous présenter, après faire un petit tour de table pour voir un peu, Ouais, un qui, petit tour alors, on va faire comme ça très rapidement. Donc je suis, Étienne Pau, je suis le délégué interministériel, à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, qui concerne l'autisme, les troubles 10, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble du développement intellectuel. Je suis médecin de formation et auparavant, j'accompagnais notamment des personnes qui présentaient un trouble du spectre de l'autisme, sévère avec un trouble du développement intellectuel associé, dans différents établissements et services, voilà. Et j'ai pris mes fonctions comme délégué à la demande du président de la République, le 8 novembre 2023. Voilà, et je vous laisse faire ce petit tour de table. donc qui souhaite, du coup se présenter, en premier? Bah, là, sur mon écran en premier, j'ai Pascal. Est-ce que vous m'entendez? Bon, Dominique, je vois que vous avez, enlevé le ah, c'est bon. Parce que Ah, on vous entend très mal. Pascal, je crois que malheureusement Ouais, Pascal, je pense que là, je pense qu'il faut que vous coupiez votre micro. voilà. Ouais, bon, parce qu'on capte, Voilà. vous captez très mal, donc bah, je laisse la main à Dominique alors. En deux petits S'il vous mots, plaît. Dominique Lézard, je suis en charge des partenariats chez Poppins. Poppins a développé un dispositif médical sous forme d'application de jeux vidéo pour les enfants ayant des troubles 10. Voilà, mais je vois que vous. Très bien. Voilà, bon, bah, très bien, à la bonne heure, Oui, 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 j'ai rencontré Poppins, pas de souci. Merci. il me semblait. Merci. Ensuite, Séverine Ragon, que j'ai en deuxième sur mon écran. Est-ce que Bonjour. Oui, super. Séverine Bonjour. Ragon, du coup, je suis éducatrice dans une EMASCO sur le secteur de Coulommiers en Seine-et-Marne. Voilà. Merci madame, bonjour. Bonjour. Ensuite, on va voir Jérémy Renaud. Je ne sais pas si vous nous entendez. Hop, Jérémy. On peut continuer si nécessaire. Oui, après, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la main, il y a pas de souci. Vous pouvez ouvrir vos micros et. Je peux prendre Bonjour, la suite. Ah. Pardon. Bon, j'y Ouais. vais. Du coup, je suis Oriane Gian, enchantée. Je suis la coordinatrice d'un tiers-lieu d'expérimentation labellisé France 2030 qui s'appelle Digimantali et qui est situé à Lyon, coporté par des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, on accompagne notamment des projets innovants autour des troubles du neurodéveloppement, mais pas que. Enchantée. Très bien, enchanté madame. Bonjour, moi je suis Christophe Perrault, je suis directeur du CMPP Claude Bernard à Paris et donc je venais écouter un peu toutes ces innovations et voir ce qui pourrait m'être apporté. Hein, très bien, merci monsieur. Bonjour, du coup, Agathe Legrand, je suis désolée, j'arrive pas à mettre ma caméra. Je suis orthoptiste et fondatrice d'Oculolab, une start-up qui vise à développer en fait des outils numériques pour l'enregistrement des mouvements oculaires pour les enfants donc présentant un TND. Bonjour, moi je suis Manon Roussel, assistante sociale dans un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale dans le Var, et on accompagne tout type d'adultes en situation de handicap âgés de 20 à 60 ans. Hop, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent du coup se présenter? Christophe, Stéphanie? Oui, je me présente, j'allume ma caméra. Bonjour, je suis Stéphanie Papose, je suis chargée de mission partenaire à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Très bien, bah, je suis ravi de voir qu'il y a des personnes qui travaillent en MDPH qui sont là aussi. Bienvenue madame. Merci. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Christophe a ouvert son micro, mais ah oui, c'est bon, on vous entend.
Oui, bonjour. Désolé, ma caméra ne s'allume pas. Je suis Christophe Guérin, cofondateur d'une startup qui s'appelle WC Report. Nous, notre enjeu, ça va être l'accompagnement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. On est membre de la Handitech. Et voilà, donc très intéressé pour découvrir un petit peu les perspectives auprès de ce public. Très bien. Bah, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour du coup des personnes. Je pense que ça doit être bon. Donc, si vous voulez commencer, il y a pas de souci. Eh ben, très bien. Bien, bonjour à toutes et tous à nouveau. Merci beaucoup pour votre accueil, pour ce webinaire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, bien sûr, cette stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, qui, comme vous le savez, s'inscrit dans un historique de différents plans autisme qu'a pu connaître la France, avec une stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement qui globalement a continué jusqu'en 2022, une première jusqu'à 2022-2023 qui concernait l'autisme, et un élargissement de cette stratégie à partir de 2023 et de ma prise de fonction à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Autisme, trouble 10, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et trouble du développement intellectuel, en sachant que c'est aussi une vraie question, parce que cet élargissement, en fait, il est sans doute, je ne vais pas dire qu'il est insuffisant, parce qu'on porte une politique publique sur des 4 troubles qui représentent une prévalence majeure, mais en fait, par trouble du neurodéveloppement, on pourrait intégrer bien d'autres troubles qui sont aussi présents depuis la naissance et qui impactent la trajectoire neurodéveloppementale des enfants. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ignore, c'est plutôt que cette politique publique que je porte, elle concerne ces troubles du neurodéveloppement, mais par extension, elle peut aussi inspirer beaucoup d'autres troubles, et avec d'ailleurs une réflexion à avoir, y compris sur le futur, sur l'élargissement potentiel. C'est un sujet qui est aussi sensible parce que je le dis et je le partage très tranquillement, l'élargissement au-delà de l'autisme a fait couler un peu d'encre à mon arrivée, avec une crainte des acteurs du secteur de voir diluer finalement les financements publics alloués à l'autisme. Alors, je crois qu'on a réussi à rassurer quand même sur ce sujet-là. Je vais vous exposer très rapidement les différents engagements de cette stratégie. Alors rassurez-vous, il y a 81 mesures. Je ne vous ferai pas une liste à la Prévert des 81 mesures. Je vais vous rappeler les 6 engagements de cette stratégie. Ce que je souhaite, et sous couvert de vous, chère madame, qui êtes l'animatrice, si par exemple il y a des questions, y compris lors de mon propos, des choses pas claires, je vous laisse regarder le chat. Et si vous sentez qu'il y a des choses qu'il faut que j'éclaircisse ou éventuellement sur lesquelles je jargonne trop, parce que ça peut arriver, il ne faut pas hésiter à me le dire, je m'arrêterai et je ferai une pause. Pas de souci. De toute façon, les personnes, si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à cliquer sur lever la main sur la Voilà. barre du haut. Comme ça, on sera informé que vous avez une question et comme ça, on pourra prendre du temps pour ça. Voilà. Ou sinon dans le chat, et je vous laisse en faire la Oui, synthèse. pas de souci. Concernant, donc il y a 6 engagements. Donc il y a un premier engagement qui est sur la recherche. Donc ça, c'est fondamental. Vous savez que la France a finalement, dans le champ des troubles du neurodéveloppement, a connu un retard important, tant dans les modalités d'accompagnement que dans la connaissance des troubles. C'est la raison pour laquelle on a structuré un peu plus la recherche au travers de différents moyens. Tout d'abord, et c'est essentiel, les 5 centres d'excellence dans notre pays, qui sont donc pour l'instant à Paris, Tours, Montpellier, Strasbourg, et j'en ai oublié un très certainement. Je ne sais plus si je suis à 4 ou à 5, et qui finalement ont comme objectif d'être des phares sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, mais aussi sur la recherche dans notre pays. Un 6e centre d'excellence, a priori, verra jour, enfin, sera créé courant 2025. Alors, a priori, c'est sur la date. Hein. Il y a une certitude sur le fait qu'il y aura bien un 6e centre d'excellence. L'appel à candidature va être lancé. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir, sur tout le territoire national, avoir des centres vraiment experts qui font que le partage sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans le champ des troubles du neurodéveloppement puisse être parfaitement clair pour tous les acteurs. Cela suit, y compris la condamnation de la France sur un certain nombre de modalités d'accompagnement par l'Europe qui ont eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années pour un certain nombre d'entre elles, qui donc cherchent à rattraper notre niveau de qualité. On a aussi l'Institut de recherche sur le cerveau de l'enfant qui va voir le jour aussi dans les prochains mois à Paris.
Et puis, on a un groupement d'intérêt scientifique pour les troubles du neurodéveloppement. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce qu'on fait dans la recherche. Sachez juste que mon objectif, il est que l'on rassemble de plus en plus les opérateurs de la recherche pour éviter une recherche qui soit complètement éclatée avec des micro-projets qui peuvent être tout à fait nécessaires. Mais si vous voulez, il y a quand même un véritable objectif que la France rayonne au niveau international dans le champ des troubles du neurodéveloppement, tout simplement parce qu'on a besoin aussi de mieux comprendre avec les données françaises, qui sont des données en plus conséquentes. On a la chance d'avoir des données de qualité. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à avancer. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, par exemple, les données de prévalence sur les troubles du neurodéveloppement dans notre pays, c'est assez imprécis. C'est-à-dire que si je vous interroge et que je vous demande, vous pensez que c'est quoi la prévalence des troubles du spectre de l'autisme? Certains vont me dire 1%, certains vont me dire 2%. La réalité, c'est qu'au niveau international, la prévalence de ces troubles, elle est stable, voire même on a plutôt des chiffres qui sont en diminution, ce qui est plutôt un élément relativement rassurant pour notamment montrer le sérieux que l'on a sur l'accompagnement de ces troubles. Parce qu'en fait, une perpétuelle augmentation de la prévalence des troubles, si au bout d'un moment vous atteignez une telle proportion que vous commencez à avoir un doute sur ce qui relève finalement juste d'un écart de développement qui en soi ne représente aucune conséquence fonctionnelle ou réellement un handicap ou une conséquence fonctionnelle importante, ça commence à être problématique. Et c'est toute la difficulté entre des mots que vous entendez beaucoup, neurotypique, neuroatypique, ou présentant un trouble du neurodéveloppement. Est-ce que finalement être neuroatypique, c'est forcément être autiste ou TDAH ou TDI ou un trouble 10, ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, ce continuum dans le développement des personnes, il est essentiel à regarder avec lucidité et précision. Donc les troubles sur les troubles du spectre de l'autisme, donc on a des chiffres au niveau européen, on est plutôt à 0,8%. Au niveau international, on dit plutôt 1%. Là où avant, on disait entre 1 et 2%. Donc voilà, ça se stabilise. Mais si vous voulez, on manque de chiffres français. Et de façon générale, pour avoir échangé avec les ambassades de différents pays avec lesquels la France a des liens étroits, on a la même difficulté dans de nombreux pays. C'est valable aussi pour le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, où là, on a des chiffres qui considèrent que c'est 5%, 5-6% des enfants et 3% des adultes, avec là aussi des différences de prévalence considérables entre notamment différents pays européens ou même avec l'Amérique du Nord, sur lequel on a aussi des différences de perception. Sur les troubles 10, c'est aussi le même enjeu. Sur le trouble du développement intellectuel, c'est aussi le même enjeu. Et ça, il faut bien retenir que vous avez à la fois un enjeu de rattrapage diagnostique qui fait qu'on a du mal à chiffrer, parce que forcément, si vous avez toute une population que vous n'avez pas diagnostiquée, elle est dure à caractériser, et donc si vous voulez faire des études de prévalence, c'est plus compliqué. Mais vous avez aussi, et ça a été le sujet du colloque que peut-être certains d'entre vous ont pu suivre à distance, qu'on a fait le 28 janvier la semaine dernière, qui est un colloque sur les troubles du neurodéveloppement au sens large et sur le diagnostic. C'est une question qu'il faut savoir poser avec apaisement, qui est le sujet surdiagnostic, sous-diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'en France, on sous-diagnostique, mais il faut être sûr aussi qu'on ne peut pas avoir des poches où globalement, on va surdiagnostiquer parce que finalement, on ne va pas être capable de poser un diagnostic différentiel. Mon enjeu, quand j'évoque ces sujets de diagnostic, il n'est pas du tout de dire que, en fait, il y aurait des personnes qui à tout prix voudraient un diagnostic pour rien. Il est plutôt de dire, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des personnes qui finalement se retrouvent avec un diagnostic de trouble du neurodéveloppement alors qu'il peut y avoir un diagnostic qu'on dit différentiel, c'est-à-dire une autre maladie co-occurrente pour le coup, qui peut être une maladie psychiatrique dans un grand nombre de cas par exemple, qui devrait être diagnostiquée et accompagnée. Donc ça, c'est important. Et à ça, vous rajoutez quelque chose que vous suivez beaucoup, qui est toute l'agitation qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, soit très positive, expliquant très bien ce que sont les troubles du neurodéveloppement, ce qu'on peut faire en termes de guidance, d'accompagnement, mais aussi des effets qui minimisent ce que sont ces troubles et finalement, je ne vais pas dire trop en dérision, mais donnent trop de légèreté à des sujets qui quand même sont importants et entraînent des conséquences fonctionnelles pour les personnes. On est par exemple très vigilant sur ce qui se produit sur les réseaux sociaux concernant le TDAH avec toute une frange de jeunes Nord-Américains, hommes comme femmes, qui par exemple vont être sur TikTok, vont faire des vidéos en expliquant I'm ADHD, donc je suis TDAH, en disant voilà la checklist pour déterminer que tu es TDAH, et avec finalement la question de l'autodiagnostic et de l'auto-évaluation, qui est quand même
quelque chose sur lequel il faut être très vigilant parce que le diagnostic des troubles du neurodéveloppement, il se fait dans un contexte de vie, contexte social, il y a beaucoup de choses à prendre en considération et je crois que là-dessus, il faut savoir raison garder. Ça, c'était pour vous expliquer un peu les enjeux de recherche. On a un deuxième engagement qui est bien sûr sur l'accompagnement et la transformation de l'offre dans l'accompagnement. On a de nombreux établissements et services qui accueillent des personnes avec des troubles du neurodéveloppement et notamment des personnes autistes avec troubles du développement intellectuel. Et là où moi j'ai une préoccupation que je porte au niveau public et sur laquelle il faut qu'on puisse répondre, c'est que on a aujourd'hui un parcours médico-social qui par endroits est bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, il rentre à l'IME, il va faire tout un parcours médico-social, et puis en fait, il en sortira dans un grand nombre de cas jamais. C'est-à-dire qu'il passera de l'IME, il ira dans la maison d'accueil spécialisée, qui est donc la structure adulte qui peut éventuellement venir après. Et si vous voulez, ça interroge notre capacité collective à réévaluer les capacités fonctionnelles, notamment des enfants, de façon très régulière. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est, dans notre pays, quelle est la proportion d'établissements et de services qui réévaluent à minima tous les ans les capacités des enfants. C'est-à-dire que est-ce que cet enfant qui ne sait pas lire et pas écrire, est-ce qu'on a essayé de lui apprendre à lire et à écrire? Et puis si on est convaincu qu'il ne pourra pas lire et écrire et qu'on l'a évalué, quelle capacité de communication alternative améliorée on lui propose? Est-ce qu'il est capable de communiquer avec des pictogrammes? Si ça ne marche pas avec les petits pictogrammes, est-ce qu'on a essayé autre chose? Ce que je défends, et ce sur quoi je suis persuadé que nous partageons cette vision, c'est la question du progrès en fait. Et la question du progrès, elle est fondamentale parce que c'est la seule chose en fait qui doit nous animer. C'est-à-dire que de se dire, finalement, quand vous accompagnez un enfant qui a 3 ans par exemple, et qui présente un trouble du spectre de l'autisme et un trouble du développement intellectuel, ça n'est pas figé. Et ça, c'est fondamental. On doit le partager partout. C'est-à-dire que la plasticité cérébrale des enfants, quelle que soit la sévérité du handicap, elle est là. Et donc, on peut progresser. Alors, tous les enfants ne progresseront pas à la même vitesse, tous les enfants n'atteindront pas le même niveau de compétence, mais ce qu'on doit changer dans notre pays, et ce qui est en train de changer, c'est bien cette culture-là. C'est-à-dire qu'un enfant qui est autiste et déficient intellectuel, lui proposer une activité pataugeoire pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années régulièrement, ce n'est pas ça qui va le faire progresser. Ce qui va te faire progresser, c'est de savoir quel apprentissage il peut acquérir, quelle capacité de communication il peut développer, quelle capacité d'interaction. Donc c'est pour ça qu'il faut bien sûr avoir un dialogue et un discours assez clair sur ce qui relève des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé et ce qui n'en relève pas. Et ce qui est indiqué chez les enfants et ce qui n'est pas indiqué. Et ce qui est indiqué chez les enfants, c'est les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS, mais c'est comme chez les adultes. Et en fait, il faut s'y tenir. Ça n'a pas été fait de façon cosmétique. Et c'est pour ça qu'on est dans un pays où on entend beaucoup, oui, mais il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs chapelles. Non, il n'y a pas plusieurs cultures, plusieurs chapelles. Il y a une seule chapelle qui est les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui doivent s'appliquer, qui plus est, dans tous les établissements de notre pays qui sont financés par de l'argent public et donc par les impôts des Français, avec comme unique objectif faire progresser les personnes accompagnées et surtout respecter leurs désirs, leurs souhaits et favoriser leur autodétermination. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental, ce sujet qualité. C'est la raison pour laquelle, en termes d'innovation, vous évoquiez, alors il n'y a pas que sur l'innovation technologique, on pourra en discuter, mais il y a de l'innovation aussi humaine, c'est que sur le renfort des missions d'inspection et de contrôle que notamment font les agences régionales de santé, vous savez, quand elles déploient des inspecteurs pour aller vérifier si les établissements et services font bien ou non, pour la première fois, on déploie une équipe nationale d'experts au sein de la délégation. Donc là, on est en train de faire les formations. La première formation a lieu aujourd'hui pour les experts. Donc on a fait un appel à candidature. C'est des experts qui sont aussi bien professionnels que personnes concernées et qui pourront accompagner ces missions avant, pendant ou après pour amener un regard sur est-ce que finalement les établissements s'inscrivent dans les recommandations? Est-ce qu'ils sont dans une approche qui est actuelle et qui permet aux personnes de progresser? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance aux inspecteurs qui font déjà ces missions, mais ça veut dire que quand vous êtes inspecteur, vous ne pouvez pas connaître tout et tout dans le détail. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir justement cette professionnalisation, y compris de personnes concernées, pour amener un regard. C'est la première fois que des personnes concernées seront associées à cette dimension-là et ça me paraît fondamental. Nous avons aussi un engagement sur le diagnostic. Alors, je ne sais pas si vous êtes très au clair sur les modalités de diagnostic des enfants présentant un trouble du neurodéveloppement dans notre pays. Il faut reconnaître que ce n'est pas très lisible.
parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui concourent au diagnostic. Il y en a notamment autour de cette table. Vous avez bien sûr les centres d'action médico-sociaux précoces, vous avez les CMPP, mais vous avez aussi, et c'est ce qu'on a créé nouvellement, les plateformes de coordination et d'orientation, qui ont comme objectif que tous les enfants de 0 à 6 ans, et maintenant progressivement de 7 à 12 ans, puissent bénéficier d'une orientation vers un accompagnement sans reste à charge, c'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement gratuit pour les familles, par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un psychologue, que le diagnostic soit posé ou non. En fait, notre enjeu, c'est de se dire comment en fait on ne perd pas de temps sur l'accompagnement des enfants. C'est-à-dire que parfois c'est difficile de poser un diagnostic tout de suite et donc d'enclencher tout de suite les interventions. Ces PCO 0-6 ans, il y en a dans chaque département. Dorénavant, chaque médecin de France peut repérer, notamment chez tous les nouveau-nés de cette année, peut repérer les écarts de développement directement dans le carnet de santé. On a intégré les grilles et en fait, c'est une checklist, c'est très systématique. Et s'il y a, pour la plupart des grilles, c'est s'il y a plus de 2 écarts au développement, plus de 2 écarts ou 2 items cochés, le médecin peut orienter vers une plateforme de coordination et d'orientation l'enfant pour étudier et voir s'il y a un enjeu diagnostique. Ce qui va changer en 2025, c'est que je souhaite qu'on puisse se poser la question d'un adressage vers ces plateformes de coordination et d'orientation qui sont un peu moins médicales. C'est-à-dire, je crois beaucoup à la concertation pluridisciplinaire dans son ensemble et j'ai une conviction qui est que le médecin ne peut pas être le seul à être au centre de ces dispositifs, déjà pour des raisons de démographie médicale, mais aussi parce que les autres professionnels ont développé une compétence, une expertise sur le sujet. Donc ça, c'est fondamental. Ce tuilage sur le diagnostic, il est efficace, il fonctionne bien, mais il n'est pas encore très clair. Il n'est pas très lisible. C'est-à-dire que si vous interrogez les Français dans leur ensemble, vous leur dites votre enfant, il a du mal à parler, il a du mal à interagir, qui allez voir en premier? Ce n'est pas encore très clair. Et c'est ce que viendra aussi éclaircir dans les semaines qui viennent le service public de repérage précoce qui vise à un petit peu harmoniser, à faire une sorte de structure fêtière, si vous voulez, de toutes les structures qui font du diagnostic, du repérage précoce. Parce qu'on a tellement multiplié les acronymes que c'est devenu assez illisible dans notre pays, en sachant qu'en réalité, même si les structures ont des fonctionnements sur le papier différents, certaines, dans les faits, se retrouvent avec des fonctionnements assez semblables. Que ce soit entre les PCO, les CAMS, ou même avec certains CFPP, il y a de tout. Je me déplace suffisamment sur les territoires pour le constater. Et donc, vu que toutes ces structures peuvent concourir de près ou de loin au diagnostic, il faut qu'on arrive à les rendre mieux identifiables par les Français. On a un enjeu, bien sûr, concernant la scolarité des enfants en situation de handicap, j'y reviendrai, mais on déploie un certain nombre de dispositifs scolaires, par exemple les unités d'enseignement maternel ou les unités d'enseignement élémentaire, qui sont directement dans des écoles ordinaires, qui sont des classes pour des enfants autistes, plutôt d'intensité sévère, avec des troubles du comportement, qui peuvent donc bénéficier d'un accueil dans une école ordinaire. Et puis, on a des dispositifs dont vous avez dû entendre parler, qui est l'autorégulation à l'école, sur laquelle on mise énormément, qui est un modèle qui vient plutôt du Canada, qui, là, pour la première fois, permet à des enfants d'être accueillis dans une classe ordinaire avec des professionnels du médico-social qui interviennent dans la classe ordinaire. On en a plus de 100 aujourd'hui, on continue à en ouvrir. Donc d'abord, on a commencé par l'école élémentaire, on a commencé à en ouvrir en collège, en lycée général et progressivement en lycée agricole à la rentrée scolaire septembre 2024. Ça, c'est vraiment un modèle qui, pour nous, est un modèle d'avenir parce que ça accueille des enfants qui peuvent avoir des troubles assez sévères, mais c'est surtout que pour la première fois, on dit bah oui, en fait, on peut être accueilli dans une classe ordinaire, on change le paradigme, mais à condition qu'il y ait un étayage médico-social directement dans la classe. C'est-à-dire que c'est des enfants, par exemple, qui vont être présents, et puis s'il y a besoin pendant 1 heure d'avoir un accompagnement plus resserré sur un renforcement des apprentissages en maths, en français, ou tout simplement pour apprendre à mieux réguler leurs émotions, ils peuvent avoir ce moment à part. C'est un changement de paradigme. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on était plutôt dans l'inscription de dire, bon, les enfants, ils sont dans une classe spécialisée, et puis éventuellement, ils ont des petits temps d'intégration au milieu ordinaire. Là, c'est l'inverse, et on y croit beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants qui ont des troubles encore extrêmement sévères qui ne doivent pas justifier d'un accompagnement plus spécialisé, mais ça veut dire qu'en fait, on peut quand même intégrer beaucoup plus d'enfants en milieu ordinaire. Mais ça ne peut pas se faire
sans que professionnels du médico-social puissent intervenir directement dans l'école. Et j'ai pleinement conscience, notamment de la difficulté d'un certain nombre d'enseignants qui me disent moi, j'ai une classe avec 30 enfants et notamment 2 enfants avec un trouble du spectre de l'autisme sévère, avec des troubles du comportement. J'ai certes les AESH qui sont là, mais globalement, c'est trop dur. Et en fait, ça, c'est une conviction que je porte aussi sur la simplification de nos dispositifs scolaires. Si vous mettez bout à bout tout ce qui existe, il y a quand même pas mal de choses. Vous avez les ULIS, vous avez les SECPA, vous avez les dispositifs d'autorégulation dont je vous ai parlé, les UEMA, les UEA, il y a nos fameuses EMASCO qui fonctionnent très bien aussi sur nos territoires. Vous rajoutez à ça des établissements spécialisés, des enseignements régionaux des établissements régionaux d'enseignement adapté, la scolarité qui peut avoir lieu dans certains IME, dans certains ITEP, dans certains DITEP, les CESAD qui interviennent directement auprès de l'école. En fait, c'est pareil, vous avez un éclatement de l'offre en termes de scolarité qui, moi, m'interpelle depuis ma prise de fonction et que je souhaite voir simplifier déjà dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Si après, d'autres secteurs dans le champ du handicap souhaitent s'en inspirer, ça sera tant mieux. Et ça, pour les parents, c'est devenu trop dur. Vous avez d'abord, en gros, le passage en MDPH. Vous avez, après avoir eu un PAP, un projet d'accueil personnalisé, vous avez le projet personnalisé de scolarité, vous n'avez pas par endroit, mais vous avez aussi les projets personnalisés de réussite éducative. Moi, ce pourquoi je plaide publiquement au sein de mes collègues, au sein du gouvernement, mais même dans mes interventions, c'est de dire les enfants doivent pouvoir bénéficier d'un projet de scolarité adapté à la sévérité de leur handicap, point barre, on arrête de faire des acronymes multiples. Deuxième chose, ils doivent pouvoir être orientés dans une école ou une plateforme d'accompagnement selon leurs troubles peut s'installer, se mettre en place. Ma conviction, c'est que je préfère que les professionnels s'organisent progressivement comme ils le souhaitent dans les écoles, plutôt qu'à chaque fois de formater des dispositifs. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on a des organismes gestionnaires qui sont très éclatés dans l'offre scolaire et c'est assez saucissonné, quoi. Vous avez un bout de TP psychomote qui est dans le CESAD, un bout de TP psychomote qui est dans l'autorégulation, un autre qui est un peu dans l'UEMA, dans l'UEA. La question, c'est de savoir, est-ce que finalement, si on dit aux professionnels, si on fait le ratio de temps humain professionnel par enfant en situation de handicap en intégrant les AESH, est-ce qu'en gros, on n'a pas une très grosse force qui pourrait être organisée différemment si nous, puissance publique, on n'avait pas trop saucissonné les choses? Donc c'est peut-être un petit peu contre-intuitif d'entendre quelqu'un qui porte la parole publique dire ça, mais si vous voulez, ça part d'un constat aussi que j'ai pu faire, y compris dans des unités externalisées que j'ai connues dans ma pratique professionnelle, c'est que c'est trop clivé. Et vous rajoutez à ça le clivage qui est que AESH et enseignants sont formés d'un côté et professionnels du médico-social de l'autre. Ça, c'est des choses sur lesquelles, y compris un certain nombre d'entre vous qui portez des solutions innovantes, de nouvelles technologies, etc., je pense que vous voyez sans peine sur quoi vous pourriez vous insérer en termes de simplification, de process, d'outils de travail et d'outils métiers. C'est un vrai sujet aussi, les outils métiers pour ces professionnels. Est-ce qu'on a des outils métiers communs entre l'équipe médico-sociale et l'équipe scolaire? On l'a dans certains établissements, mais pas partout. Comment on fait pour que finalement le livret scolaire, il intègre pleinement l'autorégulation, la gestion des interactions, des émotions, en sachant que notre conviction profonde, c'est que certes, il y a les notifications MDPH pour les enfants qui présentent les troubles les plus sévères, mais progressivement, notre objectif, par exemple pour l'autorégulation, c'est qu'elle puisse aller chercher des enfants qui n'ont même pas eu encore la notification. Et c'est déjà ce qui se fait par territoire pour ne pas perdre de temps et réduire la perte de chance. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux sur la scolarité. Puis il y a un sujet d'information au public sur lequel finalement le fait que je vous parle et que je prenne le temps dès que je peux pour assister à des webinaires fait partie aussi de cette information au public. Alors vous êtes un public spécifique parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes des professionnels ou qui êtes impliqués sur des sujets relatifs aux troubles du neurodéveloppement, mais c'est aussi fondamental. Et c'est vrai que je souhaite aussi qu'on communique de plus en plus pour transmettre clairement ce que sont les troubles du neurodéveloppement et ce que ça n'est pas, et surtout en évitant aussi de rendre ça trop expert. C'est-à-dire que expliquer ce que c'est que l'autisme, je suis désolé, c'est pas sorcier, on doit pouvoir l'expliquer à tous les Français, et il n'y a pas en gros une définition pour les médecins, une définition pour les EduxP, une définition pour les psychologues, une définition pour les psychomotes. Ça, j'insiste là-dessus, on doit réussir à parler de façon plus simple, plus claire, plus lisible. Et c'est pour ça que je plaide même pour que les formations elles soient beaucoup plus interprofessionnelles sur ces sujets-là, parce qu'en fait,
Bien sûr qu'après, vous avez, quand vous développez un champ de compétences très élevé, par exemple en neuropsycho ou en psychomote ou en ergo, bien sûr qu'après, vous avez des formations spécialisées. Mais ce qu'on constate, c'est que sur la formation de base, comprendre par exemple que le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble des interactions et de la communication associé à des intérêts restreints ou ou des comportements, on va dire stéréotypés. J'ai pas l'impression que, si vous voulez, ça soit une définition qui soit inaccessible au commun des mortels. Mais par contre, ce que je constate, c'est que la plupart du temps, quand vous demandez à des professionnels de vous définir ce que c'est que le trouble du spectre de l'autisme, les bases ne sont pas encore là. Donc c'est quand même interpellant. Le dernier point que je voulais souligner sur la définition de ces engagements, c'était de vous dire que autant sur l'autisme, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles dits, je crois que c'est pas mal inscrit dans la tête de chacun que ça peut progresser. Mais sur le trouble du développement intellectuel isolé, il y a encore l'idée reçue que c'est figé. Et en fait, c'est quelque chose contre lequel on lutte tous. Et je vais vous dire, je m'intègre moi-même dedans. C'est-à-dire que dans ma pratique, parce que souvent c'est plus simple de dire ça, parce que ce qui est vrai, hein, dans ma pratique professionnelle, un enfant qui présentait un trouble du développement intellectuel, je me disais, bon bah voilà, il y a des choses, globalement, on ne va pas réussir forcément à progresser, etc. Et en fait, il y a quand même un biais cognitif, je pense, de notre part collective à tous, c'est de se dire le trouble du développement intellectuel, c'est installé. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le trouble du développement intellectuel, au même titre que les autres troubles du neurodéveloppement, c'est quelque chose qui peut parfaitement évoluer avec beaucoup de techniques de réadaptation, etc. Ça veut dire aussi qu'un enfant qui présente une déficience intellectuelle à l'âge de 3 ans et qui ne sait pas faire un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire qu'à 6 ans, il ne saura pas les faire. Et en fait, ça, il faut qu'on le partage parce que c'est compliqué pour notamment toute la frange de la population, enfants comme adultes, qui est concernée par un trouble du développement intellectuel isolé et qui très souvent se trouve un peu dilué dans TSA et TDI. C'est-à-dire, en gros, c'est une sorte de... On a l'impression que c'est inséparable. Ah non, c'est séparable. Il y a des personnes qui présentent un trouble du développement intellectuel qui est isolé, qui peut avoir différentes origines sur lesquelles il faut qu'on puisse intervenir. L'autre chose, et vous l'avez compris tout au long de mon discours, c'est que certes, c'est important d'avoir un diagnostic catégoriel, autisme, DIS, TDAH, TDI, mais en fait, ce qui est sans doute encore plus important, c'est d'avoir un diagnostic fonctionnel. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de savoir ce que les personnes sont en capacité de faire ou pas faire. Et là-dessus, il ne faut pas qu'on se fasse enfermer. Alors, la difficulté, c'est que les diagnostics catégoriels, ils sont encore nécessaires pour accéder à un certain nombre d'aides. Et puis, il y a des personnes aussi qui le réclament. Mais en fait, il y a un certain nombre de situations sur lesquelles, et je pense que vous en connaissez un certain nombre, ce qui compte pour nous, c'est plutôt de savoir ce que c'est faire l'enfant ou l'adulte, avant même de savoir s'il est autiste ou pas autiste, et en sachant qu'en plus, c'est un spectre, par exemple, concernant l'autisme, qui est assez large. Concernant les innovations à venir, et puis ça vous permet de savoir aussi ce vers quoi on se tend, c'est que il y a aussi les sujets autour de l'emploi. Alors, on a favorisé, bien sûr, la promotion de l'emploi accompagné et on devra aller sans doute plus loin en termes de communication et d'information publique parce que certes, l'emploi accompagné est quelque chose qui est connu par le secteur de l'emploi, mais étonnamment encore assez peu connu par le secteur médico-social. Et notamment, on a un enjeu pour toutes les personnes qui sont en ESAT, qui normalement peuvent aussi être accompagnées par l'emploi accompagné, y compris après en emploi ordinaire, ce qui interroge aussi la dynamique que je vous ai décrite sur recréer une dynamique dans le médico-social, qui n'est pas du tout anecdotique, parce que j'ai demandé avec la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq une mission IGAS dans les instituts médico-éducatifs, parce que j'ai besoin de comprendre, moi, quelle est la proportion d'enfants qui réellement relèvent de ces dispositifs. C'est valable pour les IME, c'est valable pour les ITEP qui accueillent des enfants avec des troubles psychologiques assez peu étiquetés, c'est valable aussi, si on va au sens large, dans les établissements sociaux, notamment les MEX, qui accueillent parfois des enfants qui en réalité ont un trouble du neurodéveloppement au premier plan et devraient sans doute relever d'un accompagnement plutôt handicap que social, et inversement. Et en fait, tous ces sujets de vases communicants, ils sont essentiels parce que c'est ce qui vient impacter notre offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les familles, à très juste titre, disent « moi, j'attends une place pour mon enfant depuis 3 ans en IME », la réponse qu'on entend le plus, c'est « bah oui, il faut créer des places en IME ». Et moi, en fait, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Et je le dis publiquement, je suis incapable de répondre à cette question. Parce que je suis incapable de dire si oui ou non tous ces établissements accueillent les enfants. Alors, ils font tous un travail exceptionnel, hein, ce n'est pas le sujet des professionnels qui sont hyper investis, etc. Mais pour avoir travaillé dans ces établissements, et je le sais très bien, qu'il y a une frange en fait, de la population accompagnée qui ne relève pas de ces établissements. Les raisons, elles sont multiples. Soit parce qu'en effet, il n'y a pas eu de réévaluation fonctionnelle et les personnes auraient pu profiter
soit d'un accompagnement plus léger, soit d'un accompagnement à l'inverse, peut-être plus intensif. Donc, c'est dans les deux sens. C'est aussi qu'il y a des équilibres qui se font dans les établissements. En fait, les professionnels sont en difficulté et donc on accueille des personnes très sévères, mais on accueille aussi des personnes moins sévères. Et c'est un sujet parce que ces établissements, sur le papier, doivent accueillir normalement les situations les plus sévères. Et donc, vous voyez ce que ça entraîne. C'est-à-dire que ça entraîne une vision très hétérogène, ça entraîne que certains établissements se plaignent d'accueillir toujours les troubles les plus sévères, d'autres moins. Et donc, il y a une vraie interrogation à avoir là-dessus et où je suis assez à l'aise pour dire que je pense qu'on peut tout à fait avoir la discussion avec les organismes gestionnaires parce qu'en fait, c'est des racines multiples qui viennent interroger sans doute, bien sûr, la rémunération des professionnels, mais aussi les capacités de formation des professionnels, notamment par rapport aux situations les plus sévères, qui quand même est un sujet parce que très régulièrement, je trouve que le sujet des plans de formation, je ne dis pas que c'est annexe, mais je suis très surpris de voir à quel point on regarde assez peu précisément les plans de formation en établissement. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah oui, je sais à peu près ce à quoi se forment les professionnels. Mais en fait, c'est pas, faut regarder pas à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mère de toutes les batailles, la formation. Je le dis parce que j'ai visité d'autres pays qui ont des établissements qui font parfois moins bien, mais aussi parfois qui font mieux. Et c'est au centre de tout. C'est-à-dire que je suis même, moi, dans des situations où parfois, sur certains établissements, je me dis que plutôt que de payer un certain nombre de TP en plus, je ferais mieux de faire un plan Marshall de la formation. Hein. Donc, et ça, si vous voulez, c'est quelque chose, il faut qu'on arrive à le porter. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrive à faire le tri sur un certain nombre de formations qui sont inacceptables. Et je fais régulièrement des courriers sur ce sujet parce que tout n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer, même s'il justifie de tous les numéros d'agrément possibles et inimaginables. Je regrette, il y a certains organismes de formation qui ne s'inscrivent pas dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et qui posent un problème parce qu'il ne faut pas progresser les professionnels. Donc, de fait, des professionnels qui ne progressent pas, c'est des professionnels qui ne se sentent pas suffisamment étayés pour accueillir des publics plus sévères. C'est aussi des professionnels chez qui il y a un plus gros turnover parce qu'ils sont en souffrance au travail. Et donc, vous voyez, c'est un cercle infernal sur lequel il faut qu'on puisse agir. Et en fait, c'est un sujet sur lequel, y compris dans votre webinaire et puis dans cette relation que vous avez entre acteurs peut-être un peu plus industriels et puis acteurs du secteur, c'est comment on fait pour que cet éclatement total de la formation dans notre pays, on arrive à la rendre plus accessible et plus homogène. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut un acteur unique de la formation, mais par exemple, j'ai demandé à Centre d'excellence de Montpellier de créer un MOOC qui soit accessible sans ticket d'entrée. Le plus possible. Parce qu'en fait, notre enjeu, il n'est pas tant d'avoir des opérateurs de formation, il est de les rendre visibles. Aujourd'hui, vous posez la question à n'importe quel professionnel du secteur à qui il faut faire appel pour la formation, vous allez avoir des réponses extrêmement variées. En fait, la question, c'est comment on rend une formation la plus accessible possible, la plus visible possible, notamment sur les connaissances de base dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé ce MOOC, qui est sur le mode du MOOC, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on rentre un login, je ne veux pas qu'on rentre un identifiant, je ne veux pas qu'on relève, qu'on soit obligé de justifier qu'on est médecin, pas médecin, qu'on relève d'une université. Je veux qu'en gros, on puisse le ventiler le plus possible. Et donc, ça nécessite aussi qu'on s'interroge sur les formats de ces formations. 3 jours de formation pour expliquer ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Je suis désolé pour un certain nombre d'organismes de formation, mais sur une formation de base, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. 3 jours, c'est trop long. Pour des professionnels qui peuvent être AES, moniteurs, éducateurs, qui parfois n'ont jamais eu de contenu sur le sujet, sont globalement parfois en CDD court, 3 jours de formation. Déjà, il faut réussir à capter l'attention des personnes pendant 3 jours. Mais en fait, je plaide aussi pour des formations qui changent de format. Il faut faire des choses plus courtes, plus flash. En 6 minutes, vous pouvez transmettre beaucoup de choses sur ce que sont les troubles du neurodéveloppement. En bref, il faut s'adapter à notre temps. Moi, quand je vois des jeunes professionnels en établissement, si je leur dis tu vas passer 8 heures dans une salle pour qu'on t'explique ce que sont les troubles du neurodéveloppement et qu'on leur explique l'historique depuis les années 30 sur tous les courants qu'il y a pu avoir dans les TND, je regrette. Ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas ma priorité. Et si je veux que les professionnels de notre pays progressent plus vite, il va falloir qu'on aille un peu plus droit au but et qu'on s'adapte à leur façon de consommer de la formation et de l'apprentissage. Si globalement j'arrive à avoir des professionnels qui ont réussi à avoir des vidéos de 3 minutes sur des influenceurs américains qui disent n'importe quoi sur le TDAH, il faut que j'arrive à faire la même chose dans l'autre sens pour envoyer les bons messages. C'est du marketing social que j'assume totalement. Donc là-dessus, j'ai besoin de clairvoyance et c'est ce sur quoi je compte sur tous les acteurs. Ce n'est pas moi qui ai la solution miracle. Et je peux vous dire qu'à tel point c'est vrai, c'est quand je suis arrivé, j'ai dit à mon équipe, on va lancer une formation nationale et puis on va montrer ce que c'est que de faire une bonne formation, etc. J'ai été voir différents territoires et ils m'ont dit il est mignon le délégué interministériel avec ses idées. S'il croit qu'on l'a attendu pour penser à faire des trucs sympas, courts, etc.
Et je me suis dit, mais en fait, ils ont raison. C'est-à-dire que moi, je suis là avec mon bâton de maréchal en pensant que j'ai l'idée avant tout le monde. Et c'est là où je vous dis que l'enjeu, il n'est pas que moi, je crée le truc, c'est comment je fais pour identifier ce qui marche le mieux. Parce que ma seule valeur ajoutée, moi, en tant que délégué interministériel, c'est d'avoir la capacité de le diffuser nationalement et de dire, c'est ça qu'il faut faire, et de le ventiler partout et de le distribuer à tous. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair sur mon propos. Ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas moi qui ai à l'ingénierie. Mon rôle, c'est de repérer ce qui fonctionne et d'être une caisse de résonance. Concernant l'emploi, vous dire en quelques mots que nous avons bien sûr des SAMSA emploi aussi qui vont naître pour la première fois, qui permettent d'accompagner, et c'est assez historique, y compris dans le paysage européen, même mondial, des personnes autistes très sévères avec un trouble du développement intellectuel qui sont accompagnées en milieu ordinaire. C'était un modèle qui était porté par une association qui s'appelait Vivre et Travailler Autrement et qu'on transpose dans le droit commun pour la première fois, une fois qu'on aura un projet de loi de financement de la sécurité sociale voté, parce que ça aurait déjà dû être fait. Mais donc, quand tout le monde me dit, mais tiens, on ne comprend pas pourquoi c'est pas encore fait, tout simplement parce que malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de faire voter cette loi plus que vous tous. Donc, on attend. Une filière dans le champ du TDAH, où là, c'est un changement, c'est-à-dire que c'est pareil, je ne crée pas des centres ressources TDAH, des nouveaux. J'ai demandé à tous les acteurs, mettez-vous d'accord entre vous. Oui, je vais répondre au propos de Luc Ferry. Évidemment que j'ai réagi au propos de Luc Ferry, ça va sans dire, et vous pourrez regarder sur les réseaux sociaux, je ne me suis pas privé de réagir. Vous dire que sur le TDAH, je ne veux pas qu'on recrée ce qu'on a fait dans l'autisme avec les centres de ressources autistes. Certes, ça marche, mais en fait, dans le champ du diagnostic et de l'accompagnement, c'est pareil, on a cloisonné. Je préfère qu'on mise sur l'existant. Donc, j'ai demandé aux acteurs dans le TDAH que tous les centres ressources doivent s'inscrire dès que possible sur des dispositifs déjà existants. Parce que j'ai pris l'engagement que d'ici 2027, je ne crée aucun nouvel acronyme, aucune nouvelle structuration juridique médico-sociale. Donc, parce que en fait, je pense que ça y est, on est arrivé au taquet de ce qu'on doit faire. Donc maintenant, on essaie d'utiliser l'existant. Donc c'est valable pour le TDAH, c'est valable aussi pour l'autisme, où les centres de ressources autisme ont été prévenus qu'il allait falloir de plus en plus travailler en interaction avec toutes les autres antennes qui font soit de la prise en charge d'autres troubles du neurodéveloppement, soit de la prise en charge de la psychiatrie, parce qu'il peut y avoir des maladies associées. Il y a beaucoup de coupures, c'est ça, on me signale? Non? Alors, c'est quelqu'un qui a des Ouais, coupures. moi, j'ai pas de coupure en tout cas, mais de Quelqu'un toute qui... façon, si vous voulez le replay, Voilà. Non, mais ce qui est rassurant, c'est que il y c'est aura pas pas de moi souci. qui coupe. OK. Et donc, en fait, vous dire qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, parce que l'autre enjeu pour les familles, pour tout le monde, c'est que c'est insupportable quand vous êtes une famille, mais vous le savez comme moi, parce que peut-être que vous êtes concerné aussi, d'arriver et qu'en fait, on vous dit, ah, votre enfant est autiste, mais par contre, sur la partie TDAH, je suis désolé, c'est pas nous. Il va falloir aller là-bas. Ah, il a peut-être un diagnostic associé en psychiatrie. Il y a un moment, si vous voulez, au même titre que, par exemple, vous voyez les hôpitaux pédiatriques, c'est un bon modèle. Les hôpitaux pédiatriques, c'est les soins centrés autour de l'enfant. L'enfant, il n'a pas à aller voir le cardiologue, il n'a pas à aller voir le pneumologue. C'est l'enfant, il est dans une unité hospitalière et tout est autour de lui. Et en fait, moi, je pense que sur les personnes concernées par un trouble du neurodéveloppement, on doit de plus en plus amener ça. L'expertise, elle doit venir se centrer autour de l'individu. La charge mentale, et c'est pour ça que je parle beaucoup des enfants, la charge mentale des familles, et notamment des mamans qui se retrouvent en grande majorité toutes seules dans les situations monoparentales, vous avez dû vous mettre à mi-temps, si ce n'est arrêter votre boulot pour vous occuper de votre enfant qui est lourdement handicapé. Vous rajoutez à ça que vous avez attendu longtemps pour avoir accès à un certain nombre de droits parce que la file d'attente est longue, etc. Et puis là, on vous explique qu'en gros, il faut prendre 17 rendez-vous différents pour avoir une idée sur ce que présente votre enfant. C'est à nous, puissance publique, et à nous, les acteurs professionnels, de s'organiser pour permettre ça. Donc c'est pour ça que les centres de ressources autisme, autant que possible, devront accueillir ces centres ressources TDAH. Moi, je veux que ça soit, dès que possible, deux portes côte à côte. Et ça va. Et je suis hyper pragmatique. Alors, vous allez me trouver très interventionniste, mais par exemple, c'est valable aussi pour nos plateformes de coordination et d'orientation que j'ai décrites. Quand il y a un CAMS à côté et que je vois que, en gros, j'ai 2 agents d'accueil à 5 mètres d'écart et que chacun gère l'accueil sur la typologie de structure, ce qui me pose problème, c'est pas qu'il y ait 2 agents d'accueil. Ce qui me pose problème, c'est que ces 2 agents d'accueil ne raisonnent pas au sens d'une structure au sens large. C'est ça qui me pose problème. Donc ça, c'est fondamental et je remercie tous les acteurs parce que ce soit les PCO, les CRA sont extrêmement ouverts sur le sujet, il ne faut pas se voiler la face. Les professionnels, ils ne demandent que ça en fait, que ça soit simplifié et rationalisé, à condition qu'on leur laisse la latitude pour s'organiser. C'est l'autre chose sur laquelle je voulais insister. On ne peut pas faire pareil selon tous les territoires. C'est valable pour les dispositifs scolaires comme pour les dispositifs diagnostiques. J'étais dans le Morvan, dans une zone très rurale vendredi. J'ai une institut qui me dit, mais moi, je gère parfaitement les troubles du neurodéveloppement dans ma classe.
J'ai la chance d'avoir une classe où j'ai pas beaucoup d'élèves, je connais tous les acteurs autour, l'orthophonie, je la connais, c'est une copine, je vois des coups avec elle tous les vendredis parce qu'en gros, on a un petit village. Bon, elle me dit, mais. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est j'ai pas besoin de vos trucs, de vos machins là. Moi, ça, je me débrouille. Et en fait, il faut que ça, on en ait conscience. À l'inverse, elle me dit, mais moi, j'ai peut-être plutôt besoin d'une équipe mobile qui éventuellement peut venir intervenir dans les écoles, en milieu rural, quand j'ai un problème, pour venir renforcer certaines choses. Donc ça veut dire aussi que territoire par territoire, on ne fera pas la même chose. Pour finir, je voulais vous dire que ces structures, elles doivent se simplifier. Ça veut dire aussi, à terme, si on raisonne dans un futur à quelques années, moi, ça ne me pose pas de problème de renoncer à certains acronymes. Hein. Si vous voulez, si demain on me dit en fait ça devient des centres ressources troubles du neurodéveloppement, que les plateformes de coordination et d'orientation, les CAPS et CNPP sur les TND arrivent à tous se mettre d'accord pour un fonctionnement qui soit plus transversal, plus linéaire et qui soit moins illisible pour les familles, parce que chaque personne qui travaille au sein de ces structures, et je m'intègre, nous on connaît parfaitement tous ces acronymes. Pour nous, c'est une évidence absolue. Et pour les familles, c'est illisible. Et pourquoi j'insiste sur ce côté illisible, c'est que je reçois des centaines de courriers par semaine. Et en fait, je ne peux pas répondre et leur dire si, vous n'avez rien compris, en fait. C'est un parcours du combattant et c'est vrai. C'est vrai. Donc il faut que nous, on trouve des réponses. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. Ça veut dire que chacun, en fait, doit faire un pas de côté. C'est-à-dire que même moi, par exemple, les PCO, ça marche très bien. Et demain, si on me dit, bah écoute, en fait, Étienne, cet acronyme, il n'est pas très clair, peut-être qu'il faut que ça se regroupe sur autre chose, etc. Si globalement, il y a un consensus, bah écoutez, je l'accepterai, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Pour finir, vous dire que sur les enjeux numériques, nous avons aussi des enjeux très importants. Je reçois beaucoup d'intervenants dans le champ du numérique qui proposent notamment des outils, et notamment des outils qui utilisent des écrans, ce qui me permet de dire que les écrans pour des enfants qui présentent des troubles très sévères peuvent être extrêmement bénéfiques, que ce soit dans l'apprentissage de la communication alternative améliorée ou dans la progression à l'école. Que pour autant, ça ne veut pas dire que les enfants avec des troubles du neurodéveloppement, comme le reste des enfants de notre pays, il ne faut pas qu'on soit attentif à l'exposition aux écrans, mais vous voyez, je suis capable d'en parler sans visiblement créer une polémique inutile. Bon, le sujet de l'exposition aux écrans est un sujet sociétal. Ce n'est pas un sujet de trouble du neurodéveloppement, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire qu'a priori, en effet, rester collé 12 heures devant un écran toute la journée, bon, je pense que pour vous comme pour moi, c'est pas génial. Donc, a fortiori, pour un enfant qui présente un trouble du neurodéveloppement, c'est pas plus génial. Bon, ok. Pour autant, un enfant qui n'arrive pas du tout à communiquer, interagir, bah voilà, lui mettre à disposition une tablette pour pouvoir faire la communication alternative améliorée, un enfant très dysorthographique, lui donner un ordinateur pour que globalement il puisse avoir les mêmes chances que ses copains, bah, c'est fondamental. Et en fait, il faut arrêter d'avoir en permanence cette crainte de la perte de chance pour les autres, de l'effet d'aubaine, etc. Comme je le dis à mes collègues de l'Éducation nationale, et notamment à la ministre de l'Éducation nationale qui connaît mon positionnement sur le sujet, moi, que si vous voulez qu'il y ait un enfant de temps en temps qui ait eu un ordinateur alors que normalement il n'en a pas besoin et qu'il a des meilleures notes grâce à ça, bon, globalement, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Je ne suis pas sûr que ça va changer la face du monde. Donc, concentrons-nous plutôt sur tous les enfants qui doivent avoir accès à ces modalités de travail et d'apprentissage qui vont leur permettre en fait de travailler à côté de leurs copains en ayant les mêmes chances. Et je crois que ça ne veut pas dire du tout, parce que souvent on me dit bah oui, mais regardez, la Suède, ils sont en train de revenir en arrière. Je vais vous dire, je suis très en lien avec nos conseillers sociaux d'ambassade en Suède. Non, la Suède, elle est en train de revenir en arrière sur ordinateur tout le temps pour tous les enfants partout. Mais elle ne revient pas du tout sur le fait qu'un enfant qui est en difficulté sur ses apprentissages scolaires et qui a un trouble du neurodéveloppement, il n'a pas besoin d'un ordinateur. Donc là-dessus, il faut qu'on ait aussi un discours qui soit nuancé, qui soit sourcé et qui soit pragmatique en fait. Et le pragmatisme, je pense que c'est le mot de la fin. Plus on y arrivera à être pragmatique, mieux ça sera. Et surtout, plus on arrivera à se dire que ce qui était valable hier dans le champ des troubles du neurodéveloppement est moins vrai aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beau avoir des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, j'assume parfaitement, aux côtés de la Haute Autorité de Santé, que ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être moins vrai demain. Et je pense que ça permet aussi d'apaiser les choses. C'est-à-dire que plutôt que d'en permanence dire ce qui était fait hier, c'est nul, bah, c'est plutôt de dire ce qui est fait hier, en fait, maintenant, avec ce qu'on sait sur les TND, c'est moins bien. Donc, il faut faire autrement. Mais ça veut dire aussi que demain, on fera autrement. Et je crois que ça, c'est un peu ce qui permet de nous réconcilier les uns les autres. Voilà pour les quelques éléments. J'espère que c'était suffisamment clair. Je prends des questions. Je vois qu'il est déjà 12h30. Oui, super. Merci beaucoup en tout cas pour ce webinaire. C'était très intéressant. Donc, on a eu quelques commentaires donc, dans le chat de Camille, Amel et Séverine. Donc, si vous voulez ouvrir vos micros pour en parler un peu, il n'y a pas de souci.
vous pouvez prendre la main directement ou si vous voulez que je lise vos commentaires, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Hop. Bonjour. 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 Je suis Amel de l'association Le Relais Atypique, je suis la présidente. Et donc, on vient en aide aux familles avec des enfants en situation de handicap. Donc, Ouais. tout ce que vous avez évoqué, bien évidemment, ça nous parle très, très fort puisqu'on est sur le terrain. Personnellement, j'accompagne les parents en ESS lors des orientations ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait avoir tout ce que vous dites avec des choses qui arrivent, qui émergent, mais ça reste encore assez long, mais vraiment très long. Et en tant que parent, la frustration, c'est de voir nos enfants grandir avant que les choses évoluent et qu'on puisse avoir les moyens de les accompagner. Donc nous, en tant qu'association aujourd'hui, on essaye de faire les choses à notre manière et dans notre coin, à défaut d'avoir des choses qui sont vraiment offertes par l'État. Donc voilà, on crée des choses en annexe pour pouvoir justement leur permettre d'évoluer rapidement et surtout dans le bon sens, quoi.